aborder le chapitre sur le devoir et sur la morale. Je vous en avais parlé en cours la dernière fois qu'on s'était vu le vendredi 13 mars. Comme je vous l'expliquais sur le mail, je compte continuer les cours à distance sur trois supports, au moins trois supports. La vidéo, pour le cours proprement dit. Donc je vais en fait découper le cours en une série de vidéos, 4, 5 vidéos, et puis le plan de cours que je vous ai envoyé par PDF en pièce jointe dans les mails. Sitôt que le NT pourra remarcher, s'il remarche, je le mettrai en ligne sur le NT. Et puis, eh bien, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est à l'issue en fait de ce cycle de vidéos, vous donner un rendez-vous pour faire une sorte de visioconférence pour qu'on puisse échanger, que vous posiez des questions. Parce que moi, pour l'instant, je suis dans le triomphe narcissique du professeur. Je parle, personne ne m'arrête et personne n'a pas compris, que c'était pas clair, etc. Donc un jour, il va falloir rencontrer la réalité et va falloir que vous puissiez vous exprimer pour dire ça, on n'a pas du tout compris, c'était pas clair. Voilà. Bon, alors pour l'instant, donc la conscience morale est-elle un signe de vigueur ou bien de maladie? Alors, ce chapitre tourne autour de la conscience morale et plus généralement en fait autour de la question de la morale et incidemment du devoir dont on a beaucoup parlé. Voilà, c'est la principale notion. Alors, un mot sur le terme de conscience. La façon dont j'utilise le terme de conscience dans l'intitulé du cours ne doit pas vous surprendre, car le terme de conscience morale constitue en fait le premier sens du mot conscience en français. Aujourd'hui, quand on utilise le mot conscience, on a plutôt l'habitude d'entendre par conscience la conscience de soi, donc savoir ce qui se passe en soi, avoir une idée de ce qui se passe en soi, ou bien de conscience du monde, conscience extérieure, donc avoir conscience des objets qui nous entourent, s'apercevoir qu'il y a des choses autour de soi. Bon. Mais en fait, ces sens-là sont les sens modernes. Quand on dit par exemple que Descartes est un philosophe de la conscience, on dit quelque chose, qui en soi est peut-être vrai, mais qui demeure une aberration linguistique, c'est-à-dire que le mot de conscience à l'époque de Descartes, au XVIIe siècle, n'a absolument pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. La conscience désigne en fait uniquement jusqu'au début du XVIIIe siècle. Le mot conscience désigne uniquement en fait la capacité de distinguer le bien et le mal, c'est-à-dire ce qu'on entend par conscience morale. Comme quand, quelqu'un vous dit j'ai la conscience tranquille, autrement dit, je sais ce que j'ai fait, je sais que ce que j'ai fait n'a rien de répréhensible. Voilà, c'est ça que veut dire le mot conscience. On peut le commenter au moyen de la citation de Rousseau. L'introduction, conscience, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal. Cette citation est tirée de l'Émile. L'Émile, c'est le grand livre sur le sujet de l'éducation, Émile ou de l'éducation, que Rousseau publie en 1762. Et on y trouve cette page très célèbre. Conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Sans toi, je ne sens rien en moi, qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs, à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Voilà, c'est dans Émile ou de l'éducation, Jean-Jacques Rousseau. Alors, conscience, instinct divin. Oui, on résume cette longue citation généralement dans conscience, instinct divin, juge infaillible du bien et du mal. Alors, la conscience rapportée à un instinct. Évidemment, ce que veut dire Rousseau, ce n'est pas que la capacité de distinguer le bien et le mal nous rapproche de l'animal, instinct. Non, et même en fait, il dit que c'est la seule chose qui nous distingue véritablement de l'animal, la capacité de distinguer ce qui est moralement acceptable et ce qui est moralement inacceptable. L'intelligence, la raison elle-même, nous égare plus souvent.
qu'elle nous donne un avantage positif sur l'animal. Donc en fait, c'est la conscience du bien et du mal qui nous distingue de l'animal. Il l'appelle instinct dans le sens où il s'agit d'une connaissance immédiate, hein, et innée. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance qui a été apprise, ce n'est pas une connaissance qui a été acquise. Hein. Ici, Rousseau se positionne de façon très claire par rapport à tous les philosophes de son temps, qui, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, assimilent finalement la conscience à un apprentissage social, donc à quelque chose d'acquis par ce qu'aujourd'hui on appellerait la socialisation, hein. C'est-à-dire que c'est simplement le bain de la société dans laquelle nous avons grandi, qui nous inculque des valeurs morales, et par conséquent nous avons tendance à considérer telle chose comme bonne, telle chose comme mauvaise, telle chose comme noble et telle chose comme honteuse, uniquement par habitude. C'est l'habitude sociale qui fait cela. Donc voilà, une thèse tout à fait standard de l'empirisme moral, c'est une thèse par exemple qu'on trouvera facilement chez David Hume, hein, qui est le contemporain exact de Jean-Jacques Rousseau. Et en fait, cette thèse, constate Rousseau, dévalue totalement la notion même de morale et retire en fait tout fondement à nos choix moraux, à la conscience morale, puisque finalement elle n'est que le produit d'une habitude. Donc finalement une habitude différente eut produit des jugements différents. En fait, tous ces empiristes s'inscrivent tout à fait dans la lignée de Montaigne, hein, qui lui-même allègue une multitude d'exemples pour prouver que la morale dépend de la latitude où nous nous trouvons, hein, comme Pascal dira, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est-à-dire que finalement, tout est une question d'habitude, de mœurs. Hein. Et Rousseau objecte à cela, et il objecte particulièrement à Montaigne, qu'il tient pour responsable de cette forme de relativisme. Il objecte que, en fin de compte, Montaigne aura beau alléguer la parole de voyageurs douteux, rapportant des exemples peu assurés, on ne trouvera jamais, rétorque Rousseau, d'exemples de société ou de nation où l'on enseigne aux enfants, à trahir leurs parents, où l'on enseigne aux jeunes gens à mentir à leurs amis, à leurs proches, à leurs parents, où l'on enseigne à être faible, à être veule, à être menteur, à être lâche, à n'avoir pas de principe. Tout cela n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. En réalité, il y a des invariants moraux qui sont absolument universels. Hein. Et les témoignages des voyageurs n'y changeront rien. Hein. Il y a certains points de la moralité qui sont partagés unanimement parmi les hommes. Certains points, pas tous les points évidemment, mais enfin certains points. Donc il y a une morale universelle qui est autrement dit naturelle, qui n'est pas acquise par l'imitation de l'exemple des autres. Donc il y a quelque chose qui n'est pas social dans la morale, il y a quelque chose qui n'est pas acquis dans la morale, quelque chose d'inné, d'où ce terme d'instinct, qui signifie en fin de compte universel. Hein. Divin, instinct divin, parce que cette capacité à distinguer le bien et le mal, du mal, nous rapproche de Dieu et a une dimension même religieuse, hein, chez Rousseau. Juge infaillible du bien et du mal. Autrement dit, le sens de la thèse rousseauiste, c'est que la capacité de distinguer le bien et le mal n'est pas un artifice de la civilisation, ce n'est pas une propriété de société, mais au fond la thèse de Rousseau, c'est que c'est exactement l'inverse. Ce sont les sociétés qui corrompent en nous cet instinct naturel de distinguer le bien et le mal. Et pour terminer sur Rousseau, j'ajouterai encore un dernier point. Dans la citation un peu longue que j'ai lue il y a 4 minutes, la raison n'apparaissait pas comme le privilège de l'homme. Plus exactement, la raison peut apparaître comme quelque chose qui distingue l'homme de l'animal, mais non pas comme quelque chose qui donne une dignité supérieure à l'homme. Hein, Rousseau, ici, par exemple, est assez éloigné du sentiment de Descartes, pour qui la raison, en fait, donne effectivement un privilège à l'homme sur l'animal. Rousseau envisage la raison comme une puissance qui nous égare. Et en fait, c'est la conscience qui nous donne une dignité
qui nous distingue de l'animal, dans la mesure où la conscience, elle est un juge infaillible, et que la raison, en revanche, est tout sauf un juge infaillible. C'est-à-dire que la raison nous égare. Autrement dit, on retrouvera exactement quelque chose d'assez proche, de très proche chez Kant, dans le grand 1, hein, dans la vidéo suivante. Autrement dit, la conscience n'est pas une faculté qui dépend de la raison, c'est une connaissance intuitive, à la connaissance du bien et du mal. La raison a plutôt tendance à nous séparer des autres, à nous égarer, tandis que la conscience est plus proche du sentiment naturel qu'est la pitié. Oui. Oui, non, je suis en train de faire court. C'est le jour des génériques. Remonte là-haut. Allez. Bon, petite interruption inopinée. Donc qu'est-ce que je racontais? La conscience est beaucoup plus proche, du sentiment naturel de la pitié, hein, qui donc dépend totalement de notre affectivité. C'est pour ça que c'est inné, que c'est universel. Hein, et le fondement finalement des comportements moraux pour Rousseau, c'est le sentiment naturel de la pitié instinctif, et d'ailleurs en l'occurrence presque animal, puisque les animaux aussi partagent, nous dit Rousseau, cette faculté de s'émouvoir des malheurs ou de la souffrance de leurs semblables. Voilà. Bon. On avance. Pourquoi ce titre? J'ai pas tellement justifié jusqu'ici l'intitulé de ce titre, la conscience morale, un signe de vigueur ou de maladie. Je vais le faire à présent. Il m'a semblé que c'était une bonne manière, si vous voulez, de synthétiser le problème moral tel que le posent les grands philosophes qui remettent en question la légitimité de la morale. Par exemple, comme Nietzsche, dont on parlera beaucoup dans la deuxième partie du cours. Un philosophe vraiment qui remet totalement en cause l'intérêt d'une posture morale. J'ai aussi formulé la question ainsi parce qu'elle, si vous voulez, elle me semblait résumer le débat fondamental qui oppose Socrate et Calliclès dans le Gorgias, un débat fondamental qui a le mérite, je crois, de poser la question de la morale. Dans le Gorgias de Platon, on voit discuter Socrate et Calliclès. Calliclès est un personnage fictif. C'est d'ailleurs l'un des seuls, ou même le seul, en fait, personnage fictif de toute l'œuvre de Platon, et en fait, dans cet ouvrage, le Gorgias, il intervient tout à trac pour poser de façon totalement intempestive la question de la morale. Alors, ce personnage de Calliclès est en fait, vous allez le voir, l'opposé diamétral de Socrate. Dans le Gorgias, on voit Socrate discuter avec le nommé Gorgias de la rhétorique. Gorgias est maître de rhétorique, il enseigne l'art oratoire aux Athéniens, et en fait, voilà, il explique que son art est le plus beau, le plus merveilleux de tous les arts, puisqu'il apprend à toujours avoir le dernier mot, à toujours avoir raison devant l'Assemblée, devant les citoyens, recueillir le suffrage des citoyens. Et Socrate ne partage pas l'enthousiasme de Gorgias, et il lui objecte que en elle-même, la rhétorique n'est pas une formation complète, car la rhétorique ne repose pas sur la connaissance de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Par conséquent, en fait, la rhétorique a besoin d'autre chose. La rhétorique a finalement besoin de la philosophie pour réfléchir à l'essence de la justice. Et la rhétorique, en fait, en elle-même, n'est pas un bien. C'est-à-dire que le bien, c'est la justice. Mais par contre, n'importe quel autre bien, coupé de la justice, n'est plus un bien. L'intelligence, par exemple, lorsqu'elle est coupée de la justice, peut devenir la rouerie, c'est-à-dire la ruse, si vous voulez.
Et en fait, même, je sais pas, la force physique coupée de la justice peut devenir un mal, hein, finalement. En fait, finalement, tout ce qui apparaît comme un bien, coupé de la justice, peut devenir un mal. Hein, ce qui fait qu'en fin de compte, la condition de tout bien, c'est la justice, et donc le bien absolu, c'est la justice. C'est-à-dire que Socrate va affirmer une thèse, alors là, vraiment totalement typique du socratisme, hein, définitoire, si je puis dire, du socratisme, c'est que le seul bien qui puisse être considéré comme tel, comme un bien au sens absolu du terme, c'est la justice. Et par conséquent, il n'y a pas pire mal que l'injustice. Si bien que finalement, ce qui est le plus à craindre, ce n'est pas de subir une injustice, mais c'est de la commettre une injustice. Ainsi bien que finalement la rhétorique qui enseigne à se tirer de toutes les situations, à convaincre tous les auditoires, à faire passer donc un coupable pour innocent ou un innocent pour coupable, la rhétorique en fait n'est pas un bien, puisque finalement il y a beaucoup plus grave que d'être condamné lorsqu'on est innocent. Il y a beaucoup plus grave, que cela, c'est de commettre une injustice. Hein. Ce qui peut nous arriver de pire, ce n'est pas d'être injustement puni, mais c'est de commettre une injustice. Voilà une thèse socratique absolument constante. Hannah Arendt, d'ailleurs, résumait toute la philosophie de Socrate, toute la philosophie morale de Socrate, même toute la philosophie tout court de Socrate, à cette unique thèse, dont Socrate apporta par sa vie un exemple irréfutable, une preuve irréfutable. C'est-à-dire que toute la philosophie de Socrate eût été une vaste supercherie si Socrate s'était enfui après sa condamnation, comme il en a eu l'occasion, hein, mais il ne s'est pas enfui et il a préféré subir un verdict injuste plutôt que de commettre une injustice, plutôt que d'échapper à la justice athénienne après sa condamnation. Bon, donc Socrate est en train d'expliquer tous ces paradoxes, parce que voilà, c'est tout de même un paradoxe énorme de dire que finalement le plus grave c'est de commettre une injustice, non pas de subir une injustice. C'est-à-dire qui, dans la position de Socrate, accepterait effectivement de rester dans sa prison alors que voilà, un ami vient vous trouver, vous dit bon écoute, on sait bien que tu as été condamné injustement, je suis allé payer le gardien, il va regarder ailleurs, toi tu t'enfuis, et puis ce soir on est à Mégare et puis on parlera plus jamais d'Athènes. Socrate refuse. Alors c'est là un paradoxe, voilà, admettre que le plus grave des mots est de commettre, non pas subir, mais commettre une injustice. On en est là quand soudain le dénommé Calliclès intervient, interrompt la conversation et s'attaque vraiment de façon très virulente à Socrate. Mais Socrate, voyons, tout cela est une plaisanterie, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être sérieux, tu ne peux pas penser véritablement ce que tu es en train de nous dire. Si, lui répond Socrate. Non, Calliclès, je réponds, mais enfin, tu es un enfant, c'est ta nourrice qui t'a raconté ça. Parce que là, ton histoire, c'est une histoire de bonne femme, c'est ce qu'on raconte aux enfants. En vérité, un homme mûr comme toi, ou comme moi, c'est bien, nous savons bien, qu'il n'en est rien, que tout ça sont des discours que l'on tient aux naïfs pour leur faire croire que, voilà, il faut obéir aux lois, que c'est un bien en soi d'obéir aux lois, etc. Tu ne peux pas être sérieux. Et Calliclès de dérouler en fait tout un discours finalement du parfait amoraliste, hein, qui réfute toute valeur à la morale, qui s'oppose à toute valorisation, toute légitimité de la morale. Voilà son argument, c'est que finalement ce qu'on appelle justice aujourd'hui est une supercherie, et c'est-à-dire qu'il faut distinguer. Il y a deux justices. Il y a la justice selon la nature, le juste selon la nature, et le juste selon la loi. Le juste selon la loi, c'est ce qu'à Athènes on appelle l'isonomie. Je vous l'écris, si vous voulez, ici, l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi. Bon, et cette notion d'égalité juridique est une pure et simple invention, car dans la nature,
ça n'existe pas dans la nature. La justice, c'est quoi? C'est pas l'égalité, c'est le règne du plus fort, le triomphe du plus fort. Le lion mange le mouton, hein, et les moutons n'ont pas à faire un procès au lion. Les loups n'ont pas à être accusés par leur proie, ni les aigles. Les aigles, les loups, les lions sont naturellement supérieurs. Il est normal qu'ils triomphent, et en fait, l'injustice serait de les voir asservis aux moutons, aux créatures inférieures, etc. Donc ça, c'est la justice naturelle. Hein. Et en fait, les hommes ont inventé un autre type de justice. En fait, c'est la conjuration des faibles, la conjuration des moutons contre les forts. Hein, qui a donné cette notion d'isonomie, qui a donné cette justice égalitaire qui, au fond, est injuste. Et donc, Calliclès partage le secret de l'homme fort en disant à Socrate, voilà, écoute, parlons-nous franchement, hein, les hommes les intelligents comme toi et moi, dit-il à Socrate, nous savons bien que, en fait, ce discours moraliste sur l'égalité, tout cela n'est qu'une façade, c'est un mensonge. Il ne faut pas y croire, c'est une supercherie. Hein. Les forts savent bien qu'il faut qu'ils ont tous les droits, que la force donne tous les droits. Hein. Et finalement, le discours de l'égalité, des valeurs morales, etc. Tout cela, c'est pour les naïfs, c'est pour les imbéciles, c'est pour les faibles, ceux qui n'ont pas le cran d'assumer le discours de la force. Hein. En fait, la morale est le lot des imbéciles, des faibles, des hommes et des femmes sans caractère. En vérité, un véritable caractère, l'homme fort a tous les droits. Hein, et ce sont finalement les imbéciles, les faibles, qui croient le contraire. Voilà. Donc, je crois que voilà, le débat entre Socrate et Calliclès pose bien en fait la question de la simplement est véritablement quelque chose de légitime en soi, ou bien est-ce que c'est une maladie, une forme de dégénérescence des hommes vouloir, qui ne savent plus désirer, qui ne peuvent plus s'assumer eux-mêmes, qui ne peuvent plus assumer la vie, qui ne peuvent plus assumer ses pulsions, hein, et qui donc se réfugient derrière d'artificielles conventions, d'artificiels devoirs sans contenu. Voilà. Alors, c'est la question que nous allons poser à travers ce cours. Dans un premier temps, on parlera du concept de devoir moral. Alors là, le nom de Kant, l'analyse kantienne est absolument incontournable. Dans un deuxième temps, nous étudierons la remise en cause radicale de toutes ces valeurs par Nietzsche, hein, et dans un troisième temps, nous verrons peut-être une autre façon de considérer la morale, autrement qu'à travers la notion de devoir avec Aristote. Voilà, la suite de nos aventures très prochainement. Portez-vous bien et continuez à travailler.